divisions allemandes, dont 6 blindés, 4 mécaniques, 4 motorisés, sont lancées sur la Pologne. Hitler leur a donné pour mot d'ordre « Soyez sans merci ». Attaque éclair, aérienne et blindée, bombardement intensif des villes et des populations civiles, telle est la guerre que conduit Hitler en Pologne. Il ne restera pas à Varsovie une maison qui n'en porte les traces. À l'ouest, l'Allemagne n'a laissé que 25 divisions de combat. En face, les Franco-Anglais disposent de 180 divisions. Mais bien que le 3 septembre, l'Angleterre et la France aient déclaré la guerre à l'Allemagne, ces divisions resteront pratiquement l'arme au pied. Lorsqu'il évoquera ces journées devant ses juges, le maréchal Keitel dira « Nous avons eu chaud ». Le 17 septembre, la Russie attaque à son tour la Pologne. Comme prévu, Staline et Hitler se partagent le pays. Un mois plus tard, l'Union soviétique attaque la Finlande. Pendant les 9 mois que dure la drôle de guerre, Hitler rapatrie ses troupes de Pologne et prépare une offensive. Craignant un débarquement anglais en Norvège, il choisit de s'assurer d'abord le contrôle de la route du fer suédois vers l'Allemagne. Le 9 avril, les troupes allemandes envahissent le Danemark et balaient l'armée danoise. Le roi Christian X donne l'ordre de cesser le feu. Les Danois n'entreront en résistance que lorsque les Allemands menaceront les Juifs du Danemark et que le roi déclarera « Si l'on impose le port de l'étoile jaune dans ce pays, je serai le premier à la porter ». Le jour où les Allemands envahissent le Danemark, ils attaquent la Norvège. Hitler veut s'assurer le contrôle de ses ressources minières. Les Norvégiens opposent aux Allemands une résistance acharnée, coulant plusieurs bâtiments de guerre. Le 15 avril, les troupes franco-britanniques débarquent à Narvik, au nord de la Norvège. Ils coulent 8 contre-torpilleurs allemands et connaissent leur premier succès. Le 22, les Alliés sont repoussés à Lillehammer. Narvik reste la seule tête de pont d'occupation franco-anglaise avant d'être évacuée quelques mois plus tard. 10 mai 1940. À 5h35, l'offensive allemande est déclenchée simultanément contre la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Après 5 jours de résistance, l'armée hollandaise capitule. J'assure au gouvernement de la Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale le 10 mai 1940, Churchill promet à son pays de la sueur, du sang, des larmes et la victoire. En Belgique, les Allemands utilisent un nouvel équipement, le cargo planeur. Il permet le franchissement par surprise du canal Albert, réputé infranchissable. Contre l'avis de son gouvernement, le roi Léopold capitule. Par dizaines de milliers, les populations belges sont lancées sur les routes. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un bandit qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. 10 mai 1940. Le général allemand Guderian, en lançant ses blindés à travers la forêt des Ardennes, réalisera ce qu'un expert anglais appellera l'un des plus beaux exemples de l'effet décisif d'une idée nouvelle, appliquée par un exécutant dynamique. L'idée nouvelle, ce sont les régiments de chars d'assaut, opérant une percée dans un territoire non protégé par la ligne Maginot, mais réputé naturellement infranchissable. En quelques jours, avec l'aide de l'aviation, la percée devient une avenue.
Les coups portés contre la Hollande et la Belgique sont rendus décisifs par l'attaque dans les Ardennes et par la prise de Sedan. Les Français et les Anglais, trop avancés en Belgique, sont pris à revers. Les Allemands, loin de filer sur Paris, poussent l'offensive toujours plus à l'ouest jusqu'à Dunkerque. À la défaite matérielle, la rapidité d'action de l'armée allemande ajoute la défaite morale. Seul un ordre incompréhensible d'Hitler d'arrêter l'offensive permet aux Anglais de rapatrier l'essentiel de leurs troupes dans des conditions effroyables. Cet ordre, qui restera dans l'histoire sous le nom de miracle de Dunkerque, donne à l'Angleterre in extremis une chance de reconstituer son armée et de repartir à l'assaut. Mais pour l'heure, à Dunkerque, 342 000 soldats alliés sont évacués. Les Français abandonnent 150 000 prisonniers. L'armée anglaise laisse sur place 2 000 canons et 500 000 tonnes d'équipement. Sur 48 000 soldats français évacués, 6 000 périssent en mer à cause des bombardements de la Luftwaffe. La victoire sur la France donne à une immense majorité d'Allemands le sentiment qu'une injustice a été réparée. La signature de l'armistice fut célébrée comme le moment du rétablissement du droit. Ce fut sans doute l'instant de la plus forte adhésion de la nation allemande au régime hitlérien. Avec des centaines de tonnes de roses, 2 millions de Berlinois font à celui qui a vaincu la France un triomphe digne des Césars. En 1940, jamais l'Europe n'a été aussi près de la domination nazie. Après la capitulation française, Hitler tourne ses armes vers l'Angleterre. Il est convaincu qu'elle acceptera une paix séparée et qu'il aura alors les mains libres pour conquérir la Russie. Pour obtenir cette paix, Hitler entreprend d'isoler la Grande-Bretagne. Les avions et les sous-marins allemands constituent une lourde menace pour le ravitaillement britannique. Tag und Nacht belegen sie London mit Millionen Kilo von Bomben. Un assaut aérien sur l'Angleterre. Si les Allemands ont la supériorité numérique, les Anglais disposent d'excellents chasseurs. Hurricane et Spitfire font merveille, tandis que le ciel de Londres se hérisse de ballons captifs contre les bombardements en piqué. 12 Français libres vont participer à la bataille d'Angleterre, dont René Mouchotte. Avec son ami Henri Lafont, ils ont rejoint Londres dès juillet 1940 pour se battre. Aux côtés des pilotes polonais, tchèques, canadiens et de tous les as de la RAF, ils finiront par décourager Hitler. Des victoires sur les Allemands qu'on a attribuées parfois un peu vite aux premiers radars dont disposaient à l'époque les Anglais. En vérité, ces engins n'étaient encore que des moyens de surveillance très primitifs. Ces jeunes aviateurs qui ont 20 ans et le goût du sport ont le sentiment parfois de participer à un grand match patriotique. Pourtant, derrière les victoires, l'héroïsme, il y a les mutilés, les grands brûlés et tous ceux qui ont disparu dans la Manche. Re de ces pilotes, Churchill déclare « Jamais dans l'histoire, autant de personnes n'ont eu une telle dette envers si peu. » De tous les chefs d'État réunis à Londres pendant la guerre, Churchill est le seul dont nous disposions d'images couleurs grâce au Premier ministre australien Robert Menzies. Lorsqu'il lui rend visite, il a emporté une caméra. Il écrit par ailleurs « J'ai eu le plaisir de revoir Madame Churchill, égale à elle-même, toujours prête à contredire son grand homme de mari. Leur fille ravissante dans un corsage jaune a maintenant 17 ans. C'est une jeune femme épanouie et pleine de fraîcheur. Ce jour-là, Winston portait une curieuse combinaison avec une fermeture éclair par devant qu'on appelle ici la tenue des sirènes, c'est-à-dire un vêtement qu'on enfile en cas d'alerte. L'échec de la bataille d'Angleterre enrage Hitler. Il annonce « Nous allons raser leur ville » et il lance des raids de terreur sur les agglomérations. C'est le Blitz. Londres est attaquée 57 jours consécutifs. Les pompiers n'ont plus une nuit de repos.
Chaque matin, on dégage les corps de dizaines de victimes enterrées sous les ruines. Certains sont morts noyés après la rupture des canalisations d'eau ou l'obstruction des égouts. Les pans de murs qui s'effondrent et les conduits dont le gaz continue de s'échapper font courir des risques permanents aux sauveteurs. Churchill, Hitler espère faire plier les Londoniens. En 9 mois, ces bombardements tuent 40 000 personnes. Sur mer, la situation est tout aussi dramatique. La survie des Britanniques est à la merci de leur approvisionnement maritime et Hitler met tout en œuvre pour venir à bout de la marine anglaise. En décembre 1940, Frank Boer, un Français libre, embarquait pour une de ces redoutables traversées. Quand on est le gibier, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire qui est trait à la bataille, on a peur. Vous sentez vraiment la cible, là, et avec toutes ces silhouettes de bateaux très loin. Sur un convoi de 40 bateaux, il y a quelquefois des distances de 20 km entre les bateaux qui avancent très doucement. On a l'impression de ne pas avancer du tout. On a peur parce que d'abord, l'Atlantique Nord, en décembre, c'est impressionnant pour n'importe qui, même en temps de paix. Mais en temps de guerre, c'est encore plus impressionnant parce que vous avez toutes les menaces de pouvoir vous y retrouver et vous savez que votre survie dans une eau à 5 degrés ou 6 degrés est de quelques secondes ou quelques minutes. L'angoisse d'une de ces attaques s'exprime dans ce document très rare. Quelques semaines après le début de la guerre, au cours d'une traversée de l'Atlantique, un cinéaste amateur américain a filmé une de ces tragédies. Il a en outre laissé un témoignage écrit. Nous nous sommes dirigés vers le bateau qui avait été torpillé par un sous-marin. C'était le City of Mandalay. Tandis que nous approchions, sa coque s'est brisée et il a commencé à s'enfoncer. C'était terrible d'imaginer là-bas des gens en train de mourir alors que nous étions si près. Pour 1940, Mussolini, sans avertir son allié Hitler, attaque la Grèce à partir de l'Albanie conquise au mois d'avril 1939. Le président du Conseil grec appelle à l'aide les Anglais qui débarquent en Crète. Non seulement l'armée italienne est repoussée, mais les Grecs lui reprennent le contrôle d'une moitié de l'Albanie. Mussolini demande alors le renfort allemand. Année de guerre, Hitler occupe la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, la Hollande et la France. La Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie, en adhérant au pacte d'Acier, sont devenus ses vassaux. 6 avril 1941. Depuis des mois, Hitler presse la Yougoslavie d'adhérer au pacte tripartite. Le gouvernement yougoslave est profondément divisé. Les adversaires des nazis l'emportent. Hitler lance l'offensive contre la Yougoslavie sans déclaration de guerre, bombarde Belgrade, et les troupes allemandes déferlent à la fois d'Autriche, de Bulgarie et de Hongrie. Elles prennent par surprise les troupes yougoslaves. Le 10 avril, le pays capitule. Le 6 avril, en même temps qu'ils attaquent la Yougoslavie, les Allemands entrent en Grèce. L'armée grecque ne parvient pas à les contenir, les Anglais se replient. Le 23 avril, la Grèce se rend. Mais ce nouveau succès d'Hitler lui a coûté un très grave retard pour l'exécution de ses projets à l'égard de la Russie. Molotov and Hitler came not to agreement. Hitler could persuade himself and his advisors and the German people it is necessary to carrying out this crusade against Bolshevik in this year, in this time. On dit que la rencontre de Hitler avec Molotov ne fit que le confirmer dans sa résolution d'attaquer les Russes. Alors même que le ministre soviétique des Affaires étrangères se trouvait encore à Berlin, Hitler demanda à ses généraux de prévoir une attaque pour le 15 juin 1941. Dans le courant du mois, ils lui présentèrent un plan détaillé qu'il nomma pour la première fois Opération Barbarossa. Opération Barbarossa, du nom donné dans la mythologie teutone à Frédéric Ier, qui dormait dans sa caverne sous les monts Kyffhauser en attendant de reprendre les armes.
Les généraux de Hitler furent difficiles à convaincre car attaquer la Russie pendant que l'Angleterre continuait de résister à l'Ouest, c'était commettre l'impardonnable péché militaire de mener la guerre sur plusieurs fronts, chose que Mein Kampf affirmait comme la plus grave des erreurs stratégiques. Mais Hitler fit valoir, à juste raison cet automne 1940, que l'Angleterre, tout en étant loin d'être battue, ne présentait pas de danger du moins immédiat et que dans son esprit, il n'existait pas de véritable front à l'Ouest. Le front de l'Est serait le seul à condition que la guerre soit rapide. La logique de Hitler était que l'espoir de survie des Anglais reposait sur les Russes et les Américains. Une fois la Russie éliminée, les États-Unis aussi seraient perdus pour eux car, sans la Russie, la supériorité du Japon en Extrême-Orient s'affirmerait et les États-Unis n'oseraient pas risquer un conflit ailleurs. Donc la Russie devait être écrasée et vite. Dans la semaine et sans avertissement, à 3 heures du matin le dimanche 22 juin 1941, les Allemands lancèrent l'attaque. Sur 1500 km de la Baltique à la mer Noire, la lueur de 10 000 canons illumina le ciel. Les soldats russes endormis furent écrasés par un déluge d'obus et de bombes. Arrachés à leur sommeil par le grondement des chars, les troupes de l'avant furent mises en pièces en essayant de rejoindre leurs abris. Partout, les opérateurs radio-allemands interceptèrent le même pathétique message. « On nous bombarde, que devons-nous faire ?» Ce à quoi l'état-major soviétique répondit bien souvent « Vous devez être fous et d'abord pourquoi n'envoyez-vous pas vos messages en code ?» Les Allemands s'emparèrent de ponts intacts qui n'étaient même pas minés. Tout aussi surprenant, ils bénéficièrent d'une immense supériorité en nombre d'hommes et en puissance de feu au point stratégique. Le deuxième jour, avec 2000 avions détruits, la plus grande force aérienne du monde, tout au moins numériquement, était presque réduite à zéro. 1 million de Russes furent tués et un autre million fait prisonniers dans les 15 premiers jours. Et les pertes s'accentuèrent au cours des semaines. Stupéfaits, les Allemands refusaient de croire qu'une telle débauche de vie humaine pût continuer. Mais un colonel allemand au moins eut une vision prophétique lorsqu'il écrivit ces mots à sa famille. Dans cette guerre contre la Russie, l'Allemagne est comme un éléphant attaquant une fourmilière. L'éléphant tuera des milliers, peut-être des millions, mais il finira par succomber sous le nombre et sera rongé jusqu'aux os. Chose quand les unités de Panzer communiquaient à Hitler leur progression de la journée. En un mois, les Allemands occupèrent plus de 750 000 km², soit plus du double de leur propre pays. Leningrad, Moscou, l'Oural semblaient à portée de la main. L'armée rouge résiste malgré son impréparation et sa désorganisation, et malgré la surprise d'une attaque à laquelle Staline n'a pas voulu croire, en dépit des avertissements de Churchill. Mais les grosses divisions soviétiques sont encerclées et écrasées selon la tactique élaborée par le général Manstein. En 4 mois, les Allemands font 3 millions de prisonniers. Pour Hitler, la guerre en Russie n'est pas n'importe quelle guerre, c'est la sienne, la guerre nationale-socialiste qu'il a voulu depuis toujours. Rien ne pourra éviter, disait-il en 1935, le combat décisif entre l'esprit allemand et l'esprit panslaviste, entre la race et la masse. Il faut que la hiérarchie des maîtres subjugue le pullulement des esclaves. Nous sommes le seul peuple capable de créer le grand espace continental en imposant notre poigne.
Ainsi s'impose à nous le devoir de dépeupler, comme nous avons celui de cultiver méthodiquement l'accroissement de la population allemande. Vous allez me demander ce que signifie dépeuplement et si j'ai l'intention de supprimer des nations entières. Eh bien oui, c'est à peu près cela. La nature est cruelle, nous avons donc le droit de l'être aussi. L'avancée allemande stupéfie et désoriente les Russes. Après un silence de plus d'une semaine, Staline s'adresse à eux. Il ne les appelle plus camarades, mais amis et frères. Il leur parle de la lutte victorieuse de leurs ancêtres contre Napoléon. Il leur demande de résister à Hitler, comme jadis à l'empereur des Français. Devant l'armée allemande, villes, villages, usines et entrepôts sont détruits, et avec eux tout ce qui pourrait faciliter le repos et le ravitaillement de l'ennemi. Des poignées de partisans russes se déchaînent pour empêcher les communications des troupes allemandes et rendre leurs arrières de moins en moins sûres. Hitler décide de lancer à la fois ses armées sur Leningrad et la Crimée pour des raisons économiques et sur Moscou pour une raison militaire et politique. Pourtant déjà, un général allemand écrivait dans son journal « Les espaces semblaient infinis, les horizons nébuleux. Les bonnes routes étaient rares et les mauvais chemins nombreux. Le civil russe était rude, le soldat russe plus rude encore. Il semblait posséder une capacité illimitée d'obéissance et d'endurance. Depuis la fin octobre, la pluie tombe. La boue aspire les véhicules, tout bivouac est impossible. Guderian met 5 jours pour parcourir 75 km. Toutes les industries de l'Ukraine ont été évacuées et implantées dans l'Oural, en Sibérie et au Kazakhstan. Des troupes fraîches arrivent de Sibérie. La Russie est prête à la contre-attaque. Les troupes allemandes reculent jusqu'à Smolensk. Hitler a commis 2 erreurs. L'une militaire fut d'avoir consacré trop de temps à l'invasion de la Russie du Sud, au détriment de l'attaque de Moscou. L'autre, politique, fut d'avoir décimé et tourné contre lui des populations dont il aurait pu s'assurer la neutralité et souvent la collaboration. Hitler, qui s'est nommé généralissime après l'échec de ses troupes devant Moscou, leur donne l'ordre de tenir leur position en attendant que l'offensive puisse reprendre. Au premier rang de ses objectifs figure Leningrad, ville symbole. Depuis la fin août, la ville est assiégée et la voie ferrée avec Moscou est coupée. Hitler annonce à Mussolini la prise imminente de l'ancienne Saint-Pétersbourg. La ville est bombardée jour et nuit. Dans la journée de Noël 1941, on ramasse 3700 cadavres. Pourtant, les Russes ne cessent de lancer contre les Allemands des attaques coûteuses. Les fusiliers marins, surnommés la mort noire par les troupes d'Hitler, effectuent des raids meurtriers. 190 000 combattants allemands périront devant Leningrad ou dans Leningrad, défendus rue par rue, maison par maison. Ceux qui ne travaillent pas reçoivent 200 grammes de pain par jour et 400 grammes de viande par mois. On mange de la suure et de l'écorce de sapin. On compte 6000 morts par jour. On creuse la glace pour puiser de l'eau, on mange les corbeaux du lac Ladoga, on déblaye les rues des ordures et des cadavres dont la neige recouvrira l'état. Du lac Ladoga, seule liaison possible entre Leningrad et le reste du pays, les Russes construisent une route en 15 jours. Le portera même un train qui parviendra à effectuer 6 allers-retours. Cette résistance opiniâtre, désespérée, ingénieuse, patiente, comment Hitler aurait-il pu l'attendre de ceux qu'il considérait comme des Untermensch, des sous-hommes? La sauvagerie de ces commandos a poussé les Russes dans les bras de Staline. La volonté nazie d'anéantissement de l'Union soviétique a exaspéré le réflexe patriotique. Le stratège Hitler, aux intuitions géniales, a été paralysé et aveuglé par l'idéologue Hitler. Les combattants affamés de Leningrad
commencent à croire qu'ils survivront à l'hiver. La radio demande des volontaires pour constituer un orchestre. Le modéré proche de l'empereur doit céder la place au représentant des militaires, le général Tojo. Les réserves pétrolières japonaises s'effondrent. Le gouvernement Tojo exige du président Roosevelt qu'il lève l'embargo sur le pétrole américain et qu'il renonce à soutenir Chiang Kai-shek. Pendant que les émissaires japonais sont reçus à Washington, l'amiral Yamamoto, commandant en chef de l'une des flottes les plus modernes du monde, avance dans le Pacifique en direction de Pearl Harbor et de ses bases américaines. 6 décembre 1941, Roosevelt confirme son refus de lever l'embargo et lance un appel à l'empereur Hirohito pour empêcher la mort et la destruction d'étendre leur empire sur le monde. Il propose un plan de paix. 7 décembre 1941. À 13h, heure de Washington, les émissaires japonais sont attendus au département d'État pour discuter le plan de paix. À 13h05, heure de Washington, les chasseurs et les bombardiers japonais sont lancés sur l'île de Pearl Harbor. Le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le président Roosevelt se présente devant le Congrès des États-Unis. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Yesterday, the Japanese government also launched an attack against Malaya. Last night, Japanese forces attacked Hong Kong. Last night, Japanese forces attacked Guam. Last night, Japanese forces attacked the Philippine Islands. Last night, the Japanese attacked Wake Island. And this morning, the Japanese attacked Midway Island. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. L'entrée en guerre des États-Unis s'accompagne d'une reconversion de leur économie en économie de guerre. Les dépenses militaires passent de 5 milliards de dollars en 1939 à 49 milliards de dollars en 1942. La construction navale de 1 million de tonnes en 1940 à 7 millions en 1942. 346 chars sont produits en 1940, 24 997 en 1942. 2141 avions sortent des usines en 1940, 47 836 2 ans plus tard. Près d'un cinquième de cette production est envoyé aux Alliés, soviétiques compris. Janvier 1941. En Libye, les Anglais, les Australiens et les Français libres attaquent les positions italiennes. Ils prennent d'abord Bardia, ensuite Tobrouk, puis continuent une avance qui devient de plus en plus facile. Mal préparés, mal armés, mal soutenus, les troupes du maréchal italien Graziani doivent abandonner la Cyrénaïque en quelques jours. Le croiseur San Giorgio est coulé dans la rade de Tobrouk. Déjà amputé par la reconquête de la Somalie et de l'Éthiopie, se réduit comme une peau de chagrin. Les prisonniers italiens se comptent par dizaines de milliers. Paradoxalement, les Anglais et leurs alliés semblent ne pas savoir que faire de ce succès qui les a surpris. Le 6 février 1941, le général Rommel traverse la Méditerranée en bombardant Malte et la Crète pour voler au secours des Italiens.
Rommel est célèbre dans l'armée allemande pour son esprit d'initiative. Le 14 février, il débarque à Tripoli et fait construire des chars en bois montés sur des Volkswagen pour tromper l'ennemi. Le 11 mars, le régiment de chars de la 11e division légère allemande arrive à Tripoli. En mai 1942, Rommel contre-attaque à son tour. Partant d'El Agheila, il reconquiert l'essentiel du terrain perdu, mais arrivé à Bir Hakeim, il se heurte aux troupes de la France libre. Le général Koenig a reçu consigne de tenir ce point d'appui. Avec 5500 Français, il tient la position contre toute attente pendant plus de 2 semaines. Il immobilise le meilleur des forces allemandes, la 90e division et la célèbre 15e division de Panzer. Cette résistance permet aux Alliés de se retirer dans de bonnes conditions, épuise les troupes allemandes et contrarie leur offensive vers Tobrouk, qui devait les conduire ensuite en Égypte pour la possession du canal de Suez. Tobrouk et la prise de plus de 20 000 prisonniers anglais, Rommel envoie à Berlin un rapport pessimiste. Son armée est épuisée, son matériel est insuffisant, ainsi que ses effectifs. Quant à Mussolini, qui avait fait venir par avion un cheval blanc pour faire à Alexandrie une entrée de triomphateur, il décide de rentrer à Rome. « 2 novembre 1942. Montgomery déclenche l'offensive. Ses troupes tiennent solidement leur position à El Alamein et Montgomery a décidé d'une attaque de nuit pour gêner le tir allemand, mais par une nuit de pleine lune pour pouvoir ouvrir des passages dans les champs de mines. Rommel partit pour l'Allemagne, tentait de convaincre Hitler d'évacuer l'Afrique du Nord. Hitler entra dans une violente colère et refusa de l'écouter. Je commençais de m'apercevoir, écrit Rommel dans son journal, qu'Adolf Hitler refusait simplement de voir les choses comme elles étaient et qu'il réagissait émotionnellement contre ce que son intelligence aurait dû lui montrer comme juste.